Alors que des millions de personnes crient, pleurent et souffrent pour un match joué par des inconnus, vous observez tout cela avec un doute silencieux. Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Pourquoi cela ne m'importe-t-il pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais il y a une question encore plus inquiétante. Et si le problème n'était pas vous, mais l'illusion collective que tout le monde a acceptée? Et si votre cerveau refusait simplement d'y succomber? Restez ici car comprendre cela change complètement l'histoire. Pour comprendre pourquoi les fans de sport réagissent avec autant d'intensité, il faut d'abord cesser de les voir comme des gens qui exagèrent, hein. Ils ne sont pas fous, ils fonctionnent avec un système mental extrêmement ancien. Pendant des milliers d'années, la survie humaine dépendait d'une seule chose, le groupe. Si votre tribu gagnait une bataille, vous mangiez, si elle la perdait, vous mouriez. Le cerveau a appris très vite que la loyauté envers le groupe était une question de vie ou de mort. Le problème, c'est que ce système n'a jamais été mis à jour. En plein 21e siècle, ce même câblage reste actif. La différence est que désormais, la tribu n'est plus une communauté qui garantit votre survie, mais une équipe sportive. Pour le cerveau d'un supporter, il n'y a pas de réelle différence entre une défaite sur le terrain et une menace sociale profonde. Lorsque son équipe gagne, son corps libère de l'ocytocine, la même hormone liée au lien et à l'appartenance. Lorsqu'elle perd, le cortisol grimpe en flèche comme s'il avait subi une attaque. Des études en neurosciences montrent que voir son équipe perdre active les mêmes zones cérébrales que le rejet social ou la douleur physique. Le système limbique réagit comme si la situation était critique. C'est ici qu'apparaît la différence clé avec vous. Votre cerveau n'est pas tombé dans cette erreur. Vous voyez 11 personnes avec le même maillot et votre amygdale ne les enregistre pas comme votre tribu. Votre cortex préfrontal reste actif, analysant la situation pour ce qu'elle est. Un divertissement, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de survie en jeu. La raison pour laquelle les amateurs de sport ne peuvent s'empêcher de regarder des matchs n'est pas la qualité du jeu, c'est la chimie. Le sport fonctionne selon le même principe psychologique que les machines à sous, le renforcement intermittent. On ne sait jamais si son équipe va gagner ou perdre et cette incertitude transforme chaque match en une loterie émotionnelle. Lorsque son équipe marque, le cerveau libère soudainement de la dopamine, euphorie, excitation, un sentiment momentané de victoire personnelle. Mais quand l'équipe perd, la dopamine chute brutalement, la frustration, la tristesse et, dans bien des cas, un véritable deuil apparaissent, pas symbolique, réel. Le cerveau ne fait pas de distinction entre une perte personnelle et une défaite étrangère. Des recherches montrent que les supporters les plus intenses connaissent des fluctuations de dopamine allant jusqu'à 20% au-dessus de leur niveau de base pendant les matchs. Cette volatilité neurochimique est la même que celle observée chez les personnes dépendantes au jeu. Chaque week-end, leur système émotionnel était complètement détourné. Pourtant, votre cerveau pose une question que le leur ne formule pas. Pourquoi déléguer mon bonheur à des personnes qui ignorent mon existence? C'est pourquoi vous êtes moins vulnérable aux relations parasociales, ces liens émotionnels unidirectionnels où une partie ressent et l'autre ne répond même pas. Vous recherchez une connexion réelle, des conversations authentiques, des liens où il y a réciprocité. Pour un fan, l'émotion provient d'une relation imaginaire. Pour vous, cela ne suffit pas, donc vous n'êtes pas conçu pour ce type de stimulus. Ce n'est pas de la froideur, c'est un filtre psychologique plus exigeant. Il y a un détail linguistique qui en révèle bien plus qu'il n'y paraît. Lorsqu'un supporter parle de son équipe et qu'elle gagne, il dit nous avons gagné. Quand elle perd, il dit ils ont perdu. Ce petit changement de pronom n'est pas fortuit, c'est l'ego qui se protège. C'est la fusion du soi avec le groupe quand cela arrange et la séparation quand cela fait mal. Pour de nombreux supporters, l'équipe n'est pas seulement un divertissement, c'est une pièce maîtresse de leur identité. L'écusson devient une partie de ce qu'ils sont. Le maillot est une armure symbolique, le stade un temple. Le psychologue Henri Tajfel l'a clairement expliqué à travers la théorie de l'identité sociale. Quand l'identité individuelle est faible, les gens s'accrochent plus fermement aux identités de groupe et pour se sentir valorisés. Et plus quelqu'un crie fort pour son équipe, plus son identité personnelle a tendance à être silencieuse. Le groupe complète ce qui manque à l'intérieur, mais dans votre cas, c'est l'inverse qui se produit. Le sentiment de qui vous êtes ne dépend pas d'un symbole extérieur. Vous n'avez pas besoin de la victoire d'autrui pour vous sentir quelqu'un. Vous avez construit votre identité à partir de valeurs internes, de réussite personnelle et d'intérêts propres. La psychologie appelle cela l'identité intrinsèque. Les supporters dépendent d'une identité extrinsèque, empruntée. Conditionnés par la performance des autres, vous êtes déjà complet. Ils continuent mieux de chercher des pièces à l'extérieur. Vous avez de l'empathie. Et beaucoup. La différence, c'est que vous ne la gaspillez pas. Le neuroscientifique Paul Zak a découvert que les êtres humains disposent d'un budget d'empathie limité. Nous ne pouvons nous soucier profondément que d'un nombre fini de choses avant de tomber dans
une sorte de faillite émotionnelle. Les amateurs de sport dépensent une énorme partie de ce budget pour des athlètes millionnaires qu'ils ne rencontreront jamais. On estime qu'un fan moyen de la NFL consacre environ 11 heures par semaine à regarder des matchs, vérifier les résultats et discuter sur Internet. Cela équivaut à plus de 500 heures par an investies émotionnellement dans des personnes qui ne reconnaîtraient ou pas son visage. Cette empathie n'est pas utilisée pour les amis, la famille ou la croissance personnelle. Lorsque leur équipe perd, ils sont dévastés pendant des jours. En revanche, quand un proche a besoin d'aide, vous êtes présent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle stratégique. Des études du Centre de compassion de Stanford montrent que ceux qui dirigent leur empathie vers des relations réciproques éprouvent moins d'épuisement émotionnel et une plus grande satisfaction de vie. Vous n'évitez pas la connexion, vous évitez un investissement émotionnel à sens unique. Les fans disent qu'ils regardent le sport pour l'émotion, mais ce qu'ils recherchent réellement est plus profond, l'état de flow. Ce moment mental où le temps disparaît, où l'attention devient totale et où la personne se sent pleinement vivante. Le sport offre de petites doses de flow par procuration, une version indirecte obtenue en observant les autres performer au maximum. Mais vous ne vous contentez pas de regarder, vous voulez être à l'intérieur de l'expérience, vous préférez jouer d'un instrument, créer quelque chose, résoudre des problèmes, apprendre des compétences ou construire des projets. Des activités où vous êtes le protagoniste et non un spectateur passif, la neuroscience est claire. Le flow vécu directement active beaucoup plus de réseaux neuronaux que le flow observé. Voir les autres performer ne stimule qu'une fraction du système cérébral qui s'active lorsque l'expérience est propre à soi. C'est une version diluée de la sensation réelle. Les recherches de Mihaly Csikszentmihalyi, une référence mondiale dans l'étude du flow, montrent que les personnes qui génèrent leurs propres états de flow rapportent des niveaux de satisfaction de vie bien plus élevés. Vous ne renoncez pas à l'émotion, vous choisissez la version complète. Il y a un tournant inattendu dans tout cela. Une partie de la différence n'est peut-être pas seulement psychologique, mais génétique. Des recherches sur le gène DRD4, connu comme le gène de la recherche de nouveautés, montrent que certaines variantes sont associées à une moindre tendance au comportement tribal et à une plus grande inclination pour les expériences individuelles. Ce même marqueur génétique apparaît plus fréquemment chez les entrepreneurs, les artistes et les personnes ayant migré loin de leur lieu d'origine. C'est pourquoi certains scientifiques l'appellent le gène explorateur. C'est l'ADN de ceux qui avancent en premier, pas de ceux qui suivent le groupe. Il existe également des preuves que les personnes ayant des niveaux de base de sérotonine plus élevés n'ont pas besoin de stimuli dopaminergiques externes constants pour se sentir satisfaites. Elles partent déjà d'un état interne de stabilité. Pour elles, le sport n'offre rien que le cerveau ne réclame déjà. Alors non, vous n'êtes pas brisé. Peut-être êtes-vous simplement une variation distincte et un phénotype différent. Tandis que d'autres ont besoin du bruit du groupe pour se sentir vivant. Votre système nerveux fonctionne mieux dans le silence, l'autonomie et l'exploration. C'est ici qu'apparaît le coût social. Les amateurs de sport disent souvent que vous êtes ennuyeux, que vous ne savez pas vous amuser, qu'il vous manque quelque chose. Ils peuvent vous exclure des conversations et vous faire sentir étrange. Mais cette réaction en dit plus sur eux que sur vous. Leur besoin que vous vous intéressiez aussi au sport naît de leur insécurité. Le groupe a besoin d'unanimité pour soutenir l'illusion. Lorsque vous ne participez pas, vous générez une dissonance cognitive. Si vous n'avez pas besoin de ce dont ils ont besoin, leur obsession vacille. Et cela dérange, ils ne vous rejettent pas parce que vous êtes différent, ils vous rejettent parce que vous agissez comme un miroir. Vous leur rappelez, sans rien dire, que leur identité dépend de quelque chose d'externe, que leur dopamine, leur sentiment d'appartenance et leurs émotions sont loués à un produit de divertissement conçu pour exploiter la psychologie tribale. Et voici la conclusion, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas ennuyeux, vous ne manquez de rien, vous êtes simplement une personne qui refuse d'externaliser son identité, son empathie et son bien-être émotionnel. Vous privilégiez la connexion réelle à la fantaisie parasociale, vous créez des expériences au lieu de les consommer. Vous écrivez votre propre identité au lieu de porter une marque étrangère. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera comment il est possible que vous ne vous souciez pas du sport, il n'est pas nécessaire de discuter. Une simple phrase suffit. Vous vous souciez des choses qui se soucient aussi de vous. La vérité est simple. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas ennuyeux. Il ne vous manque rien, vous êtes simplement une personne qui a refusé de livrer son identité, sa dopamine et son empathie à un système conçu pour exploiter la psychologie tribale humaine. Tandis que d'autres cherchent à l'appartenance dans des symboles, vous la construisez dans des valeurs. Tandis que d'autres ont besoin d'un maillot pour se sentir partie intégrante de quelque chose, vous appartenez à vous-même. Tandis que d'autres consomment les émotions d'autrui, vous créez les vôtres. Tandis que d'autres vivent leur vie par procuration, vous la vivez de l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'une victoire
histoire étrangère pour vous sentir complet. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour vous sentir valable. Vous n'avez pas besoin d'une tribu artificielle pour savoir qui vous êtes. Votre identité n'est pas empruntée, elle est construite. Votre sentiment d'appartenance n'est pas externe, il est interne. Votre connexion n'est pas parasociale, elle est réelle. Ainsi, quand quelqu'un vous demandera comment il est possible que vous ne vous souciez pas du sport, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Et il suffit de comprendre une seule vérité, vous choisissez de préserver votre énergie émotionnelle, votre identité et votre attention. Vous vous souciez des choses qui peuvent aussi bien vous apporter quelque chose en retour, vous vous souciez des relations qui existent vraiment, vous vous souciez des expériences que vous construisez et ce n'est pas une carence, c'est de l'évolution